Bonsoir et merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent dimanche. Il est tout juste 18h30 et c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le premier séminaire de l'entrepreneuriat féminin prend place à Agadir, un événement dédié à la promotion du leadership des femmes tout en favorisant des connexions professionnelles durables et en accompagnant le développement de projets. L'avenir de la voiture électrique et hybride au Maroc est aujourd'hui en pleine accélération, visant 20 à 40% de part de marché d'ici 2030. Les ventes enregistrent une hausse spectaculaire. Ce succès grandissant est porté par les avantages économiques et écologiques qu'offre ce genre de véhicule. La page culturelle sera consacrée ce soir et nous irons au théâtre Mohamed V où les adhérentes de l'Atelier Bleu dévoilent leurs œuvres, des femmes passionnées d'art plastique qui donnent à voir le fruit de leur travail à l'occasion de l'exposition annuelle L'Atelier Bleu. Avant le développement de ces titres, place d'abord au décryptage de l'actualité de la semaine et c'est avec Mustafa Shimi, professeur de droit et politologue. Mustafa Shimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, à la une cette semaine, Nasser Bourita représente Sa Majesté le Roi au 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le Maroc y est l'invité d'honneur. Alors, que dit d'abord ce choix et quel rôle joue le Maroc dans ce segment de coopération sud-sud ? C'est une 11e session qui se tient à Malabo, qui est la capitale donc de la Guinée équatoriale, et le Maroc a adhéré à cette organisation des États africains, Caraïbes et Pacifiques voici 6 ans. C'est exactement en avril 2020 que cette organisation a été créée. Elle fait suite et elle prolonge d'autres organisations, notamment les organisations liées à la Convention de Lomé, 1975, également à l'accord de Cotonou 2000 et à l'accord de Samoa en 2023. Le Maroc est présent et donc présent avec des propositions, un crédit diplomatique et évidemment un relationnel qui va s'élargir. Ça témoigne quoi? Ça témoigne, me semble-t-il, d'une diplomatie qui s'articule autour de plusieurs points. D'abord, c'est un élément supplémentaire de l'ancrage africain du royaume. Ouais. Bien, il faut y ajouter que c'est l'occasion, dans ce cadre-là, de cette organisation qui compte pas moins de 79 États, il faut le dire, dont 48 de l'Afrique, 16 des Caraïbes et 15 du Pacifique. Donc c'est une piste et une orientation pour le Maroc d'élargir le champ de ses partenariats économiques et diplomatiques. C'est aussi un cadre de coopération supplémentaire avec l'Union européenne, parce que cette organisation a des relations particulières de coopération avec l'Union européenne. Voilà donc une dynamique de coopération, évidemment, mais c'est aussi, vous l'avez relevé, une diplomatie de mouvement, illustrée par le retour du Maroc à l'Union africaine en janvier 2017, par la doctrine marocaine dans le continent pour ce qui est du primat donné à la coopération sud-sud. Ça permet également l'accès à des programmes de financement et puis aussi à des marchés et des opportunités. C'est un levier diplomatique important, c'est également un vecteur économique. Et il faut relever que sur ce plan-là, le Maroc a des propositions à faire et il bénéficie d'un capital d'innovation, de crédibilité et de proposition. Alors au dossier du Sahara marocain, nouveau soutien donc au plan d'autonomie. Les chefs de la diplomatie du Costa Rica et de la République tchèque en visite cette semaine à Rabat ont exprimé clairement que, je cite, l'autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable, donc la base la plus appropriée pour le règlement. Quelle est la portée de ce soutien émanant de ces deux pays ? La portée est celle-ci, c'est évidemment semaine après semaine l'élargissement du périmètre de reconnaissance par un certain nombre d'États de la marocanité des provinces sahariennes. Aujourd'hui, nous sommes à 147 États
qui reconnaissent donc la marocanité des provinces sahariennes et la priorité à donner donc au plan d'autonomie de 2007, 147 sur 193 États membres de l'ONU, et il en reste une petite quarantaine, et il y a encore des glissements à venir dans les semaines prochaines du fait d'un facteur essentiel, c'est la maturation de la cause nationale maintenant avec les nouvelles données du plan de paix qui a été défini par la résolution 2797 du 31 octobre de 2025 et surtout le processus. Maintenant, on n'est plus comme auparavant dans le cadre d'une résolution qui est là, etc. Il y a une résolution qui se traduit maintenant en termes opératoires avec un processus supervisé par, évidemment, les Nations Unies, c'est normal, c'est le Conseil de sécurité, mais également sous la direction et l'impulsion des États-Unis. Un processus qui va porter ses fruits avec un agenda. L'agenda, c'est dans quelques semaines la réunion du Conseil de sécurité qui va tenir un briefing au mois d'avril, comme c'est prévu, sur la question nationale avec les avancées qu'il y a eu, les pourparlers qu'il y a eu à Madrid, à Washington, etc. Je crois que c'est important. Alors, le Costa Rica, ça aussi, c'est le redéploiement, l'élargissement de ce redéploiement donc en Amérique latine, mais c'est intéressant pour ce qui est de la Tchéquie. La Tchéquie est un pays d'Europe centrale qui est membre du groupe de Visegrad. Un groupe de Visegrad qui comprend la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne et la Tchéquie. Le Maroc a eu déjà des contacts, voici 2 ans, lors d'une visite de notre ministre des Affaires étrangères à Saint-Paul-État, avec ce groupe de Visegrad. La Tchéquie, c'est un pays d'Europe centrale, donc qui a 10 millions d'habitants, 80 000 km², mais qui a un PIB de 330 milliards de dollars, c'est pratiquement le double du PIB marocain. Donc c'est un pays avec de grandes potentialités économiques. Les échanges sont significatifs et sont appelés à se développer. Aujourd'hui, ils s'élèvent à 1 milliard de dollars. Ils sont appelés à se développer. Il y a des opportunités donc au niveau économique, du fait que la Tchéquie est un pays industriel, avec une tradition industrielle. Je rappelle à nos téléspectateurs que cette industrie automobile en particulier est de premier plan, c'est les voitures Skoda, il faut le dire. C'est également l'implantation d'une usine Renault-Peugeot qui fait la Dacia, et c'est également une implantation d'un groupe japonais Toyota. Donc voilà un pays qui a une base industrielle, une tradition. Également le fait que les déclarations du ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, c'est important, c'est le poids donc de cet interlocuteur, M. Petr Masinka, a insisté sur la nécessité d'un dialogue politique avec le Maroc, également le fait qu'il y a des relations avec Prague qui sont appelées à se développer. Il y a déjà eu, voici 2 ans et demi, entre le Maroc et la Tchéquie, ce qu'on a appelé la déclaration de Prague, sur la coopération et le partenariat. Enfin, il est prévu prochainement, dans les prochains mois, la réunion enfin de la commission mixte entre les 2 pays. Et dernier élément, nous avons un accord de défense, de coopération militaire avec Prague, qui a été signé donc en octobre 2024, qui n'est pas encore ratifié, mais qui ouvre des potentialités pour ce qui est l'industrie de la défense, la formation, des exercices militaires conjoints, etc. Voilà donc quelque chose de positif dont il faut créditer notre diplomatie. Alors, autre titre de l'actualité, Mustafa Sahimi, ce coup de filet donc mené par le Bureau central d'investigation judiciaire, c'était, rappelons-le, mercredi dernier, dans le cadre d'une opération conjointe et simultanée avec le commissariat général d'information relevant de la police espagnole. Il s'agit, je le rappelle, du démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à l'organisation Daesh, formée donc de 3 éléments extrémistes s'activant au Maroc et en Espagne. Le partenariat sécuritaire Rabat-Madrid s'érige aujourd'hui comme modèle, il faut le dire, professeur. Vous avez raison, c'est l'illustration d'une coopération optimale et d'un partenariat particulier entre Rabat et Madrid, comme c'est le cas d'ailleurs avec la France, avec l'Allemagne, avec d'autres pays, avec les États-Unis, etc. Donc voilà un nouveau succès de cette coopération qui se traduit par un échange de renseignements,
par des réunions conjointes et puis par un échange d'expériences. Sur ce plan-là, le Maroc a donné des gages de sa crédibilité et de son efficacité. J'ajoute que c'est une occasion pour rappeler quand même le bilan de notre sécuritaire. Il y a eu, depuis le début des années 2000, le démantèlement de plus de 200 cellules terroristes avec l'arrestation de milliers d'individus liés au réseau terroriste. Le point de départ de cette nouvelle doctrine pour ce qui est de la lutte sécuritaire antiterroriste, c'est évidemment après les attentats de Casablanca du 16 mai 2003, où le Maroc donc a mis à profit cette circonstance dramatique pour définir une politique sécuritaire qui porte ses fruits depuis plus de 2 décennies. Comment se décline cette politique? C'est d'abord par la neutralisation préventive des projets d'attentats, donc de la prévention. Également, toutes les mesures prises pour faire face à des menaces persistantes, notamment l'identification de cellules dormantes, également le suivi, la vigilance pour ce qui est de la radicalisation en ligne. C'est une politique qui a globalement 3 piliers. Un pilier de sécurité dur, j'allais dire, donc une sorte de hard power avec le renseignement, la police. Également, deuxième pilier, le contrôle religieux. Et puis également, enfin, de la diplomatie sécuritaire. Le Maroc est aujourd'hui un hub sécuritaire régional crédible, avec une forte visibilité à l'international. J'ajoute que le Rabat est depuis 2020 le siège du bureau et du programme des Nations Unies de lutte contre le terrorisme. C'est vous dire donc la visibilité et la crédibilité du Maroc. Et puis, il y a aussi un dispositif efficace qui se décline comment? Avec des lois antiterroristes, notamment celle de la fin mai 2003, la criminalisation et le recrutement du recrutement et de l'embrigadement, la surveillance accrue, une capacité d'intervention, donc beaucoup de réactivité, une déradicalisation avec le programme Moussalaha pour ce qui est des détenus, donc condamnés en raison d'une qualification criminelle terroriste. Et puis, dernier point qu'il faut relever, c'est la vigilance citoyenne. La meilleure sécurité, c'est aussi la vigilance des citoyens. Sur ce plan-là, il y a des exemples. Donc nous sommes là. J'ajoute une dernière information qui est toute chose, si je puis dire, c'est que le Maroc a été classé par le Global Terrorism 2026 comme l'un des pays les plus sûrs de la planète. C'était la semaine dernière. Un pays non affecté par le terrorisme, et je crois que c'est extrêmement important. Mais il n'y a pas de risque zéro, la vigilance doit persister et doit continuer. Moustapha Sahimi, merci d'avoir décrypté pour nous l'actualité de la semaine. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Merci. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, la Ligue arabe tient la 165e session ordinaire de son conseil au niveau ministériel, une réunion par visioconférence à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Nasser Bourita a affirmé que le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, poursuit sa politique constante de solidarité effective avec les frères arabes, incarnant ainsi une position royale ferme, soutenant la souveraineté arabe et la stabilité régionale face à l'escalade iranienne dangereuse. Nasser Bourita a également précisé que ces attaques visent des pays arabes qui n'étaient partis à aucun conflit, qui ne font partie à aucun conflit, mettant en garde contre le fait que la poursuite de ces agressions risque d'étendre ce conflit, de le transformer en un affrontement régional menaçant la stabilité de l'ensemble de la région, voire la paix mondiale. L'actualité internationale donc reste dominée par cette guerre au Moyen-Orient, dans un conflit qui ne donne aucun signe de désescalade. Des frappes américaines et israéliennes ont touché un quai du pont iranien de Bandar Khamir, proche du détroit d'Ormuz. Le président du Parlement iranien accuse les États-Unis de planifier secrètement une offensive terrestre. Plusieurs milliers de soldats de la 82e division aéroportée de l'armée américaine devraient bientôt arriver au Moyen-Orient avec une flotte de navires et des parachutistes d'élite.
Et on prend également la direction de Paris au sujet de l'attentat déjoué hier contre le siège parisien de la Bank of America. 2 nouvelles personnes ont été interpellées. La garde à vue du mineur interpellé hier a en outre été prolongée, a précisé le parquet national antiterroriste. Au total, 3 personnes sont donc en garde à vue dans ce dossier. Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, a fait savoir que le mode opératoire de cet attentat déjoué avait des similitudes avec des actions menées dans plusieurs pays européens et revendiquées par un mystérieux groupuscule considéré comme proche des gardiens de la révolution iranienne. Retour chez nous et direction Agadir, qui a abrité hier le premier séminaire dédié au leadership et à l'entrepreneuriat féminin. Un événement inédit qui a réuni des femmes entrepreneuses, des dirigeantes et des porteuses de projets. L'objectif est de valoriser les parcours des femmes leaders et d'offrir des espaces de performance. C'est un sujet de Samir Barka et Iman Ablo. Elles sont sportives, dirigeantes de projets, écrivaines ou coachs de vie. Toutes sont aussi inspirantes les unes que les autres et unies par une passion, l'entrepreneuriat. Cet événement les réunit à Agadir. Objectif, favoriser des connexions professionnelles durables et offrir un espace où performance, équilibre et bien-être cohabitent. Souvent, les femmes n'osent pas entreprendre pour différentes raisons, que ce soit des freins économiques, des freins financiers, des freins liés à leur peur, on va dire tout ce qui va être de l'ordre de la psychologie, des freins mentaux, du manque de confiance. Et à travers cet événement, on veut montrer que tout est possible, que les femmes peuvent entreprendre, allier la vie de famille, la vie personnelle et la vie professionnelle. Le but ici, c'est vraiment la transmission, être un modèle pour des femmes, pour qu'elles soient en fait inspirées et qu'elles se mettent à l'entrepreneuriat. C'est vraiment la transmission et oser partir, oser faire de l'entrepreneuriat, se lancer avec une certaine organisation, mais se lancer. Inspirer, cultiver, transmettre. Voilà le triptyque qui guide les femmes ici présentes. Des femmes soucieuses de valoriser leur parcours de leader et d'entrepreneuses. C'est une occasion pour les femmes d'être là, présentes et de sortir avec les compétences parce qu'on a toujours des obstacles qui nous menacent ou là, qui sont là, mais en fait on a juste besoin qu'on dise non, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'avance pas, qu'est-ce que je veux et exactement sortir le pourquoi et je veux où arriver. De la dynamique de création au défi de la croissance, l'entrepreneuriat et le leadership au féminin est un vivier d'opportunités pour une économie inclusive, productive et génératrice de richesse. C'est l'un des marchés les plus dynamiques ces dernières années, celui des voitures électriques et hybrides, avec une croissance de près de 120% enregistrée donc l'année dernière. Le segment affiche une croissance soutenue. Ce succès grandissant est porté par les avantages économiques et écologiques de ce genre de véhicules. Ajoutez à cela la flambée des prix des carburants sur les marchés internationaux. Reportage à Casablanca, Mohamed Laroui, Amin Hennaoui et Zakaria Mouqimbillah. Avec leur design moderne aux accents futuristes, les véhicules électriques et hybrides séduisent de plus en plus de clients. À la faveur des innovations technologiques et de l'offre diversifiée, ce segment affiche une bonne cadence de développement. Une croissance portée par les changements d'habitude de consommation des conducteurs marocains, en plus des avantages assurés par ces moyens de locomotion. Nous avons observé une préférence croissante des clients pour les voitures électriques et hybrides. Ces véhicules offrent une solution intelligente de mobilité. Leurs avantages, des technologies avancées, une sécurité accrue et une économie de consommation et de maintenance. À cela s'ajoute une expérience de conduite plaisante et une garantie pouvant aller jusqu'à 8 ans. Malgré le développement accéléré de ce segment, les voitures électriques et hybrides ne représentent que 12,5% des ventes nationales. Constructeurs et distributeurs redoublent d'efforts pour drainer des nombres plus importants de clients. Dans un contexte international marqué par la flambée des prix des carburants, cette solution a semble-t-il de plus en plus la cote. La voiture électrique apparaît progressivement comme une alternative rationnelle au-delà de son image écologique. Cependant, malgré cet intérêt, l'adoption de la mobilité électrique reste limitée parce qu'elle est freinée par des facteurs culturels,
par le coût élevé des véhicules, le manque de bornes de recharge et la cherté du service après-vente. Concernant les véhicules électriques et hybrides de manière générale au Maroc, donc l'électrique en stricto sensu, ça représente 0,55%. Avec les hybrides, ça représente à peu près 12,5% de marché. Mais si on compare par rapport au parc automobile qui avoisine les 5 millions, dont 3 millions de véhicules touristiques, de tourisme, je pense qu'on est que disons, les véhicules électriques et hybrides restent relativement marginaux. Malgré des défis liés à la disponibilité des bornes de recharge et aux services après-vente, le segment des voitures électriques et hybrides se développe à grands pas. Pour preuve, une croissance de près de 120% enregistrée l'année précédente au niveau national. Les mutations internationales et les enjeux d'un nouvel équilibre mondial ont été au centre d'un colloque organisé à Essaouira avec la participation d'un parterre de chercheurs et experts de plusieurs disciplines. Rencontre initiée par le Centre d'études et de recherche sur la culture et le droit hébraïque au Maroc en partenariat avec la Maison Maroc pour la paix et la Fondation Konrad Adenauer Maroc. Écoutez ces déclarations au micro de Abdelghani Tahraoui. Nous sommes réunis autour de cette très belle initiative qui est la célébration d'une paix. Une paix malheureusement qui meurtrit. Une paix malmenée. Une paix maltraitée. Au vu, bien évidemment, du contexte international, hélas, extrêmement difficile, où les fractures, les conflits, les guerres sont parsemés partout. Et donc nous avons jugé avec certains collègues, professeurs, chercheurs, universitaires, sociétés civiles et aussi les jeunes, opportun de porter cette voix marocaine, cette voix, celle de la sagesse et de la responsabilité, la voix où la convergence, au lieu de la divergence, règne. Ce message envoyé depuis Bayt Dakira, la maison de la mémoire, cette maison monde, cette belle demeure qui est élevée à la dignité du symbole et qui dit au monde entier, certes, la paix est compromise aujourd'hui, mais elle n'est pas morte. C'est pas seulement évident de parler sur les défis et les erreurs, sur les secteurs économiques, sécuritaires, alimentaires, environnementaux, mais c'est important de discuter nos bases. Les bases, ce sont nos valeurs, les bases qui nous réunissent. Et nous voudrons réfléchir aujourd'hui et demain sur ces bases. Mais ce n'est pas seulement une forme de rhétorique, une forme de dialogue. Nous voudrons aussi créer des projets concrets. Par exemple, on a déjà créé la Maison Maroc pour la paix. C'est une initiative qui réunit des différentes associations marocaines qui sont actives dans le dialogue religieux ou interculturel. Mais il y aura aussi dans les prochaines années des grands événements, par exemple les conversations Mogador-Essaouira, qui vont réunir dans un niveau politique les décideurs du monde ici à Essaouira. Passionnées par les arts plastiques, les adhérentes de l'Atelier Bleu dévoilent leurs œuvres au Théâtre National Mohamed V de Rabat. Issus de différents horizons, ces artistes en herbe ont en commun leur prédilection pour les subtilités expressives des palettes chromatiques encadrées par des artistes peintres professionnels. Elles donnent à voir le fruit de leur travail à l'occasion de l'exposition annuelle de l'Atelier Bleu. Omar Aït-Issa, Abdelrahim Ben Chikhi, Zakaria Moukimbillah. À première vue, ces tableaux d'art plastique donneraient l'impression d'être la production d'artistes confirmés. Mais en réalité, ces œuvres sont le fruit du travail des adeptes de l'Atelier Bleu de Rabat. Après toute une année d'apprentissage et de découverte, ces artistes en herbe donnent à voir le fruit de leur engagement artistique. Cette exposition représente pour moi un espace d'échange avec le public et de partage de mon univers artistique avec le public et les autres artistes, parce qu'un tableau ne se regarde pas seulement, ça se ressent. Et chaque regard lui donne une nouvelle histoire. Déjà, j'aime beaucoup le bleu, donc on va trouver le bleu majoritairement présent dans ce que je fais. Et j'adore voir, en mélangeant toutes ces nuances de bleu, créer encore d'autres bleus que j'avais pas encore sur la toile. Donc c'est ça, c'est vraiment mélanger et découvrir ce qu'on a créé. C'est ce qui m'impressionne toujours beaucoup. Ça fait un petit moment que j'ai commencé la peinture acrylique.
voilà, c'est une de mes passions et voilà, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec mes amis, ma famille, et voilà. Encadrés par des artistes peintres professionnels, les adeptes de l'Atelier Bleu s'initient de façon régulière aux règles du dessin et de la peinture. La progression est visible. Malgré la diversité de leur parcours, ces adhérents ont en commun une passion prononcée pour les palettes chromatiques et la puissance expressive de l'art plastique. Chacune de nos artistes a un parcours professionnel spécifique qui est la plupart du temps éloigné de l'art. Au sein de notre atelier, elles retrouvent un lieu d'apprentissage et de réflexion autour de la peinture. En découvrant le langage des couleurs, elles donnent libre cours à leur créativité. Pour ces artistes en devenir, cette exposition est également une opportunité pour se confronter au grand public, recueillir les impressions des visiteurs et pourquoi pas révéler de vrais talents picturaux. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, sorti du silence au sujet de la décision de la commission d'appel concernant les incidents ayant marqué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Motsepe a insisté dans ce sens sur le fait que le respect des décisions du TAS constitue un principe fondamental de la gouvernance au sein de la CAF. Nous écoutons le président de la Confédération africaine de football. En tant que président de la CAF, je respecte la décision rendue par la commission d'appel. Le dossier relatif à la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal est désormais entre les mains du tribunal arbitral du sport. La CAF ne fera aucun commentaire supplémentaire dans l'attente de la sentence finale. Le respect des décisions du TAS constitue un principe fondamental de la gouvernance au sein de la CAF. L'instance poursuivra ses activités ordinaires jusqu'à la décision définitive. Je réaffirme mon engagement à traiter les 54 associations membres sur le même pied d'égalité et d'équité. Du tennis pour clore l'édition en finale du tournoi WTA 1000 de Miami, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka, presque donc imbattable en 2026, a réussi le Sunshine Double en remportant le tournoi face à l'américaine Coco Gauff. Elle est donc la 5e joueuse à réussir ce pari. Un 3e trophée, titre remporté cette saison grâce à sa victoire donc face à l'américaine 6-2, 4-6, 6-3. Et tout cela en 2h09. La domination de la Bélarusse de 27 ans est quasiment totale sur le circuit en ce début de saison. Miami Open, presented by Itaú Women's Champion. Let's hear it for Aryna Sabalenka. Et voilà, c'est avec le tennis que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée et à demain 18h30.